Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, spécial festival People Are Strange, épisode 1. Cet épisode est le premier d'une série de 3 consacrés au festival People Are Strange, ou plus précisément à ces festivaliers et à leur relation avec les drogues qu'ils consomment. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas une publicité déguisée, les organisateurs m'ont proposé de donner une conférence pendant le festival et on s'est mis d'accord pour que je tourne sur place des épisodes pour le podcast, histoire de faire une pierre deux coups. People Are Strange, c'est un festival de musique psytrance et de culture psychédélique qui se déroule chaque année au mois de juin à Verrières dans l'Aveyron. Ça dure 4 jours et l'ambiance est franchement super sympa, j'ai passé un très bon moment et je dis ça en toute indépendance. Pour le podcast, j'ai interviewé 3 personnes, que j'appellerai Valentina, Gwenaëlle et Laura, et puis un 4e, Arthur, mais vous l'entendrez, il va vite quitter l'interview pour des raisons de capacité de concentration temporairement limitée. La population d'un festival psytrance est assez spécifique, c'est pas tout à fait les mêmes personnes et la même ambiance qu'au Francofolie de La Rochelle par exemple, ou qu'au Printemps de Bourges. La consommation de drogue est disons, soutenue, particulièrement les drogues psychédéliques. Et l'ambiance, en tout cas à People Are Strange, est particulièrement détendue, bon enfant, bienveillante, colorée et perchée. L'idée de ces 3 épisodes est de comprendre, à travers leur parcours, pourquoi ces 3 festivaliers ont traversé la France pour prendre des psychédéliques sur fond de psytrance dans un coin perdu de l'Aveyron. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Moi, je viens d'une famille russe de physiciens qui ont immigré en France. Et du coup, j'étais dans des écoles très élitistes, avec toujours beaucoup de demandes de performance de la part de mes parents et de tout l'entourage, en fait. Et je me suis jamais sentie à l'aise dans la vie, quoi, genre. C'est fou parce que les gens, ils voulaient absolument faire des études super longues, avoir un appartement, un chien, un machin. Et ils étaient contents comme ça, quoi. Alors que moi, ça m'a jamais paru bien. Mes parents, ça se passait pas très bien. Du coup, j'avais un gros trou béant. J'avais vraiment envie de me foutre en l'air pendant beaucoup d'années. Et ensuite, j'ai rencontré 2 copines au lycée qui étaient trop chouettes et qui m'ont emmenée dans une boîte underground de Grenoble, le Drakkar. C'est super chouette. Du coup, on y allait à 16 ans et demi avec des fausses cartes d'identité et tout. Et j'ai découvert la drogue et surtout les gens qui ont un mode de vie complètement différent du mien. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, c'était possible de choisir ce que tu veux faire et qu'il n'y a pas besoin de faire 25 000 ans d'études pour après avoir un super gros salaire et être en esclavage perpétuel pour quelqu'un qu'on déteste. Et du coup, voilà. Je dirais que mon enfance, j'ai eu des parents aimants, ça oui, mais je ne pense pas avoir eu, du moins pour moi, une enfance spécialement heureuse. J'étais assez introverti, petit j'étais assez seul dans mon coin. C'est vraiment quand je pense à la fac, où j'ai commencé à m'ouvrir aussi, parce que j'ai rencontré d'autres personnes, et pas l'univers un peu collège-lycée, où c'est des âges un peu plus cruels aussi. Et c'est la fac, où c'est des gens d'autres univers qui se rencontrent. Et là, ça a commencé à s'ouvrir pas à pas. Et avec le théâtre, des sports comme la danse, l'escalade. Et du coup aussi ouvrir à d'autres personnes de différents milieux. Je sentais déjà beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse au quotidien. Et une envie aussi de ne pas me nourrir de ça aussi. Pas de me complaire là-dedans. Et une envie vraiment d'ouvrir quelque chose. Je sentais beaucoup de choses bloquées, verrouillées. Mais je sentais que on peut faire sauter les verrous quelque part. Je ne savais pas comment. Je sais que dans mes rêves, souvent, c'est beaucoup plus libre. Je me sens même très différent dans ces moments-là. Une envie d'ouvrir, quelque chose s'ouvre à l'intérieur. Donc je n'avais pas envie de me maintenir dans cet état-là. Une envie d'ouverture. Alors, donc j'habite à Bruxelles.
depuis 3 ans. J'ai été élevée dans la religion catholique et on allait tous les dimanches à l'église. En fait, ma sœur donnait des cours de catéchisme. Donc voilà, une famille quand même assez croyante. Et moi, j'y croyais vraiment. J'ai prié donc jusqu'à mes 17 ans, tous les jours, tous les soirs. Mais vers 17 ans, avec ma dépression, j'ai fait une dépression. Donc, j'ai arrêté de croire en Dieu. Et ça, jusqu'à très récemment, je pense, j'ai totalement occulté, mis de côté toute spiritualité d'ailleurs, avec la perte de la croyance dans ce Dieu catholique, on va dire, j'ai mis toute spiritualité de côté, ce qui, je pense, ne m'a pas forcément aidé à sortir de la dépression. Maintenant, je vois ça avec l'introspection, je pense. Moi, j'ai une vision assez large de ce que peut être la drogue. Et pour moi, c'est juste quelque chose qui est produit dans notre cerveau. Par exemple, la DMT, c'est une hormone qu'on a naturellement dans le cerveau et au naturel en fait, comme l'adrénaline. C'est vraiment une drogue assez puissante pour moi. Je suis désolé, je suis un peu perché, du coup c'est un peu compliqué de me concentrer. Alors si on parle de drogue dure, entre guillemets, ce serait... j'avais plutôt 19-20 ans. C'était un peu avant de découvrir la psytrance, mais je commençais à découvrir un peu la techno, la musique électronique à cette époque-là quand même. Et après les psychédéliques avec l'occasion du festival psytrance. Ouais, je suis désolé, j'ai un peu du mal à raccrocher le fil, je pense que je vais faire l'interview. Merci, vas-y, c'est pas grave. Merci d'avoir essayé. Je t'en prie. Merci à toi. Je voyais se crier. Je garderai tes réponses quand même, mais en tout petit bout. Il est trop chouette. C'est pas facile quand t'es perché, c'est pas facile. En vrai, je suis bien perchée, mais pour toi, c'est toujours possible. En vrai, j'ai fumé 2 gros joints comme ça, plus en vrai, je suis bien perchée, mais le truc, c'est que j'ai appris à me gérer super bien. Enfin, quand je perche fort, je choisis est-ce que je suis arrachée, je me roule par terre, je laisse des chaussures et toutes sortes de choses qui peuvent passer à l'esprit, ou est-ce qu'il faut avoir une conversation sérieuse et pouvoir être en mesure de communiquer. Parce que je trouve ça vraiment, le milieu du festival, c'est un truc où tu connectes avec les gens d'une manière très particulière et du coup, je trouve ça très nul de ne pas être en mesure d'écouter une conversation intéressante, par exemple quand elle s'offre à toi parce que t'es arraché. Du coup, j'aime bien m'arracher la gueule, mais vraiment très fort. Vraiment, j'ai mélangé toutes les drogues possibles en micro-dosage dans un festival de 10 000 personnes. J'ai vraiment tout mangé du festival, mais en toute petite dose. Du coup, ça crée une connexion avec tout plein de gens avec qui tu partages un truc, que ce soit une gorgée d'eau, un petit câlin, ou des paillettes, ou de la kétamine, ou quoi que ce soit, peu importe, même si j'aime pas ça, la kétamine, tout ça, tout ce qui passe dans les narines, j'aime pas. Mais par contre, tu partages un petit moment avec la personne qui aime la kétamine. Du coup, tu comprends un petit peu son plaisir à elle. C'était quoi la question ? Alors, en fait, la première personne avec qui où j'ai lu un livre, c'est un livre de Jonathan Lehman qui parle de l'ayahuasca. Et c'est quelqu'un qui à la base fait des vidéos sur et des livres sur la recherche du bonheur. Et ça m'avait intéressé juste de découvrir ça au début. C'était dans mon travail où je m'ennuyais. J'écoutais un peu des TEDx comme ça, ce qu'il y avait. Il y avait ce gars-là qui a fait une conférence là-dessus. J'ai lu ses livres et quelques années plus tard, il a sorti un livre sur ses expériences à lui, à ayahuasca. Je l'ai lu et comme de base, j'aimais bien la personne, ça m'a ouvert encore plus l'intérêt là-dessus. Et peu de temps après, finalement, c'est là où j'ai pu rencontrer des personnes qui ont pu me guider vers ça. Donc c'est beaucoup de coïncidences ou pas qui m'ont amené finalement jusque-là. Finalement, à ce moment-là, dès que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, et c'est très vite en fait que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a mis en relation avec du coup le chaman. Ça s'est fait très rapidement, sans que je fasse vraiment de recherche en plus approfondie. C'est venu assez vite. Donc j'ai entamé un parcours psy pour sortir de ma dépression. Et en fait, la psychanalyse classique, ça marchait pas trop avec moi.
Du coup, j'ai un peu exploré, je suis allée vers l'hypnose. Et en fait, l'hypnose a été magique. Ça m'a définitivement guéri d'une dépression de vieille de 15 ans, quoi. Mais je pense la plus significative, ça a été le rebirth. Donc, on m'a fait renaître. On m'a fait revivre l'accouchement de ma mère, quoi. Et c'était assez spécial parce que en plus ça a été la première que j'ai fait. Au début, je me suis laissée emporter. Au début, je pense que c'était moi qui imaginais. Alors je me sens comme ci, comme ça. Puis en fait, je me suis prise au jeu et j'ai senti des choses physiques, quoi. J'ai vu de la lumière. J'avais envie de vomir. Je me sentais oppressée. C'était vraiment très, très, très intense. Comme tout état d'hypnose, on ne sait pas ce qui est vraiment vrai, ce qui fait partie de peut-être de mémoire prénatale ou ce qui fait partie aussi de notre imaginaire, de ce qu'on sait quel a été l'accouchement de notre mère. Par exemple, moi je sais que l'accouchement a été très difficile, très long, elle a dû changer d'hôpital, je suis née par forceps et donc l'hypnose que j'ai eue, voilà, c'était très long, c'était difficile pour moi, j'avais pas envie de sortir. Donc, est-ce que ça a été influencé par ce que je connaissais ou est-ce que ça fait partie de la mémoire prénatale? On ne sait pas, mais en tout cas, ça a fonctionné. Donc, c'est ça qui est important. D'ailleurs, après ça, j'ai pleuré tous les jours pendant 1 mois. Donc, j'ai décidé d'arrêter la thérapie en me disant, mais en fait, ça fait pire que ce que... j'étais dans un meilleur état avant ça. Il y avait un côté incontrôlable. Je pleurais partout. Je pouvais pleurer dans le bus. Et donc, ça me dépassait. J'avais pas le contrôle de la chose. Donc, ça me faisait peur, quoi. Et donc, non, à l'époque, j'avais pas vu ça comme un truc positif. Et en réalité, après 3 mois plus tard, un jour, je me suis dit, mais en fait, ça va beaucoup mieux. Donc, j'ai réalisé que ça avait marché. Et donc là, je me suis vraiment replongée dans l'hypnothérapie, autant que personne qui reçoit la thérapie. Et puis, depuis janvier, j'ai fait une formation en hypnothérapie ericksonienne. Pour moi, la drogue, pour les gens qui savent en consommer et qui savent pourquoi ils la consomment et que c'est pas dans un but de juste s'arracher les pieds sur dance floor et sortir ses démons, mais que ce soit vraiment un truc très introspectif, que ce soit conscient ou inconscient. De toute façon, même si tu penses pas à ce qui se passe dans ta tête quand t'es perché, t'as des processus qui se créent. Moi, le vide duquel je parlais avant, vraiment, ces envies de suicide, c'était un immense gouffre que j'avais dans l'âme et qui, à chaque fois qu'il y avait rien qui se passait, le soir par exemple, ça m'attirait dedans. C'était un truc matériel vraiment dans ma tête. Et j'ai pas pu aller en festival pendant 4 ans parce que je faisais mes études de biologie en Allemagne. Et du coup, ça m'a complètement déconnectée de mon être. Et quand je suis retournée au festival, il y avait une cohésion d'équipe, une harmonie, des discussions sur l'immatériel, sur des processus, des conversations qu'en Allemagne c'est impossible d'avoir parce qu'ils sont juste coincés du cul et ils sont très matérialistes. Alors que, en vrai, dans la vie réelle aussi, ils sont très matérialistes les gens. Mais en festival, du coup, tu as des conversations qui sont toujours super intéressantes. Et parce que les gens, ils sont très ouverts, ils sont là pour partager et pour s'échanger des choses. Et c'est super, super chouette. Alors du coup, depuis janvier, comme je te disais, je m'intéresse vraiment à toute forme d'état de conscience modifié. Et du coup, j'ai voulu faire de la respiration holotropique. C'était pendant tout un week-end. En gros, moi, j'étais venue pour me libérer de la colère. Et donc, au début, on nous fait respirer. En fait, c'est de l'hyperventilation. Donc, on hyperventile jusqu'à ce que ce soit plus nécessaire. Voilà. C'est la seule consigne. Et en fait, en réalité, en effet, à un moment, on s'arrête naturellement d'hyperventiler. Donc j'ai commencé à avoir des sensations physiques, les mains moites mais froides, et puis comme un peu une boule de feu au niveau du chakra du sacrum.
J'ai même cru que j'allais avoir un orgasme. Et des personnes ont eu des orgasmes. Et là, j'ai compris que, potentiellement, je pouvais orgasmer énergétiquement grâce à la respiration holotropique. Mais je me suis concentrée pour pas en avoir parce que je voulais vivre autre chose. Voilà. Et donc, là, d'un coup, ah oui, on est allongé sur un lit, en fait. Donc là, et on a les yeux fermés. Et la transe dure 3 heures. Elle est moins longue si on a les yeux ouverts. Donc, on a les yeux fermés. Et donc d'un coup, je me suis levée et je me suis mise à crier. Mais un cri qui venait d'outre-tombe, quoi. Vraiment, qui venait des entrailles. En fait, j'ai crié pendant presque 2 heures et j'ai pas du tout eu la voix cassée. Pour te dire à quel point ça venait vraiment du fond de mon être, quoi. En fait, mes amis qui ont eu des enfants, elles m'ont dit, on dirait que ça ressemble au cri d'un accouchement. Et peut-être. En fait, c'était plus que de la colère qui est sortie de moi. Ça a été un mélange de colère, de tristesse, d'effroi. J'ai pas eu de vision, moi, mais j'ai eu comme des évocations, comme si on voulait penser à quelque chose et qu'il y a un truc qui nous est évoqué comme ça. Donc à un moment, j'ai vu une femme noire agenouillée, mais c'était très rapide. Et puis, j'ai vraiment eu l'impression, mais c'est une impression, qu'on m'avait arraché quelqu'un. Et j'ai eu l'impression que c'était mon enfant. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché mon enfant, voilà. Et que c'était le désespoir d'une mère à laquelle on avait arraché son enfant, en fait. Et donc, c'était vraiment terrifiant. J'étais terrorisée aussi. Mais du coup, une de mes croyances personnelles, c'est que l'amour est plus fort que tout. Donc j'ai pensé à ça et du coup je me suis raccrochée à cette idée. Je me suis raccrochée à l'idée de l'amour éternel pour sortir de cet état de colère et de angoisse et de peur profonde. Et ça a plutôt marché, mais alors c'était par vagues, ça marchait, puis je repartais dans de la tristesse et de la colère. Et voilà, ça a été vraiment par vagues, mais je m'en suis enfin sortie, et en dansant aussi. À un moment, il y a quelqu'un qui est venu faire du tambour à côté de moi, et ça m'a fait danser, sortir des émotions sans forcément penser à l'émotion, à un truc, voilà. Et après tout ça, j'étais là, ok, est-ce qu'il reste des sentiments, des émotions négatives à sortir? Parce que si oui, c'est maintenant. Donc, et là, j'ai eu de la colère encore qui est sortie, mais là, j'ai senti que c'était ma colère à moi, la mienne, de cette vie-là en tout cas. Et ça m'a fait relativiser sur elle parce qu'elle était beaucoup moins puissante en fait, beaucoup moins forte. Et donc voilà, elle est sortie. Et après, j'ai pensé à la tristesse, puisque j'ai pensé à ma dépression, et je me suis dit, il y avait énormément de tristesse. Donc là, je me suis mise à pleurer, mais ça n'a pas duré longtemps, et puis c'était pas si puissant. Ce qui m'a fait vraiment comprendre que, ok, c'était derrière moi, cette dépression, c'était vraiment derrière moi. Et donc ça, j'étais très contente. Et enfin, à la fin de tout ça, je me suis dit, ok, j'ai plus de tristesse, j'ai plus de colère, qu'est-ce que j'ai? Ce qui m'a fait réaliser que peut-être quelque part j'y tenais à cette tristesse et à cette colère inconsciemment. Et donc, ça faisait partie de mon identité, peut-être quelque part. Et donc, je me suis retrouvée un peu à nu après tout ça. Et donc, je me suis dit, grâce aux exercices qu'on avait fait la veille, on avait parlé de notre nous de 7-8 ans, j'ai repensé à moi, enfant, et je me suis dit, enfant, tout ce que je voulais, c'était rire et jouer. Donc, je vais rire et je vais jouer. Et donc, je me suis mise à rire et à jouer. Et c'était super. C'était vraiment génial. Et là, en effet, j'ai visualisé mon moi, enfant. Et je me suis mise, moi, à l'imiter. Et elle rigolait du fait que je l'imite. Et moi, ça me faisait rire aussi. Et puis, j'ai vu mon moi adolescent qui, elle, était totalement dépressive, les épaules basses, vraiment, qui avait l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. Et alors, pareil, je me suis mise à l'imiter.
Et ça l'a fait rire, et ça m'a fait rire. Et du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'arrive à rire de ma dépression. Ce qui fait vraiment que j'ai pris une distance, que je l'ai mise à distance, cette dépression, et c'est fou. Et donc, après, on a dansé toutes les trois. Et voilà, ça a été un peu la fin de ma transe. Je pense, j'ai aucune notion du temps, mais je pense qu'il restait une demi-heure. Et en fait, je me suis allongée. Et à ce moment-là, les soignants, parce qu'il y a 4 personnes professionnelles qui sont là aussi pour nous assister, les soignants sont donc venus m'enrober dans les couvertures. Donc j'étais comme dans un cocon. Et puis j'ai passé comme ça la dernière demi-heure à écouter la musique et à redescendre tranquillement de ma transe, quoi. Et donc ça a été clairement une des transes les plus puissantes que j'ai vécues, quoi. Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était un moi d'une ancienne vie qui a vécu ça. J'ai plutôt eu l'impression que c'était un ancêtre. Voilà. Et cette émotion a été tellement forte et puissante que j'ai l'impression qu'elle a traversé l'espace-temps, quoi. Voilà. Et qu'elle m'a été transmise, qu'elle avait portée par les personnes de ma famille. Je ne sais pas si c'est du côté de mon père ou de ma mère, mais à travers le temps, quoi. Et c'est comme ça que je l'explique. C'est la puissance des émotions qui peuvent transcender le temps et l'espace. En écoutant Valentina, Gwenaël et Laura, on a déjà un aperçu de ce qui peut unir les gens qui se rendent dans les festivals psy-trance, la recherche d'états de conscience modifiés, la transe finalement, et les connexions qu'elle permet, quelle que soit la manière de l'atteindre. Avant de partir, le traditionnel petit rappel qu'il est possible de soutenir Substance, et ce grâce à une page Tipeee dont le lien est en description. Dans le prochain épisode, Gwenaël et Laura nous raconteront leurs premières expériences avec les psychédéliques. D'ici là, portez-vous bien.